Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la qualité de vie au travail. Cette année, en 2025, la thématique qui nous est proposée, c'est « Parler du travail, c'est productif ». Une conviction que nous partageons chez Wonjo et chez Inae, et nous avons bien l'intention d'honorer cette promesse cet après-midi avec vous. Nous allons parler du travail, nous allons parler de la façon dont nous vivons le travail, de la façon dont nous regardons le travail, de tout ce que le travail peut comporter comme promesse, de toutes les aspirations qu'on a à l'égard de lui, des expériences qu'on y fait, qu'elles soient plutôt bonnes ou peut-être moins bonnes. Parler du travail, c'est productif à partir du moment où on en parle. C'est QFD. Quand on veut parler du travail, quand on veut parler de son expérience du travail à l'autre, encore faut-il savoir finalement ce que l'on vit. Peut-être faut-il s'en être parlé à soi pour commencer. Est-ce que j'ai lancé un dialogue avec moi-même? Est-ce que j'ai écouté à l'intérieur de moi ce que je pense, ce que je ressens? Est-ce que j'ai pris le temps de me poser cette question? Finalement, qu'est-ce que j'attends du travail? Qu'est-ce que je veux y vivre comme expérience? Qu'est-ce qui fait que c'est OK ou que c'est pas OK pour moi? À quel moment c'était OK dans mon passé, ça ne l'était pas? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens nourrie dans mes aspirations? J'ai l'impression de m'accomplir, de me réaliser. J'ai l'impression que le travail me donne de la dignité et me permet d'être une meilleure personne chaque jour. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'on n'a pas vraiment l'habitude de se poser. Et c'est sur ce chemin-là, ce chemin absolument merveilleux et extrêmement complexe qu'on va vous emmener cet après-midi. C'est le principe d'une fresque de la QVT. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi. Je m'appelle Emmanuelle Bessez. Je dirige le cabinet Wonjo. Et c'est en partenariat avec Inae, qui va se présenter dans un instant, la personne de Justine, que nous avons décidé de prendre la parole cet après-midi et de vous permettre de rentrer dans cet espace de dialogue avec vous-même et, je l'espère, avec votre entourage professionnel à l'issue des 2h30 que nous allons passer ensemble. Je représente un cabinet qui s'appelle Wonjo. Je l'ai créé il y a 21 ans. Nous relevons de l'économie sociale et solidaire. C'est une branche de l'économie qui est assez peu connue et qui pourtant mériterait de l'être sacrément plus, puisque chaque jour, quand on se lève, nous autres travailleurs de l'économie sociale et solidaire, eh bien, nous décidons de mettre notre énergie au service d'une mission. Nous avons une raison d'être qui est plus grande que nous. Nous souhaitons contribuer au bien commun et avoir un impact positif sur la société. Pour Wonjo, nous sommes cabinet conseil, organisme de formation, et nous cherchons à avoir un impact sur la société, en l'occurrence sur les travailleurs et les travailleuses, puisque notre terrain de jeu, ce sont celles et ceux qui chaque jour œuvrent au travail et qui malheureusement en font une expérience de souffrance, que ce soit individuellement ou collectivement. Justement, le collectif, c'est une identité très forte chez Wonjo, puisqu'au-delà du siège, nous fédérons un collectif d'intervenants et d'intervenantes qui sont des coachs, des psychologues, des thérapeutes, pour certains des consultants en organisation, pour certains des intervenants dans le monde professionnel uniquement, et qui sont à nos côtés parce qu'ils partagent notre vision de ce qu'est un travail qui fabrique de la qualité de vie. Et j'ai le grand plaisir à mes côtés cet après-midi d'avoir Fanny Matourneau. Fanny, salut et merci d'être là. Merci Emmanuel. Je vais me présenter très brièvement. En effet, je fais partie du collectif Wonjo et j'en suis ravie. Je suis ravie également de participer à cet après-midi avec vous. Aux côtés d'Emmanuel, je suis coach et consultante en reconstruction post-burnout. Donc, d'où l'essentiel de la qualité de vie au travail. Ça fait pleinement de sens de lier les deux pour accompagner les personnes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement pour se reconstruire et aller de l'avant et se réinsérer dans la vie professionnelle par la suite, quel que soit leur choix. Merci Fanny. Est-ce que Fanny va nous faire vivre cet après-midi en co-animation avec moi? C'est une fresque de la QVT. C'est un format, on va préférer vous le faire vivre plutôt que de vous en parler pendant en long, en large et en travers. Sachez juste que le format que vous allez vivre cet après-midi, il est un peu adapté, puisqu'à la base, on intervient dans des organisations qui commencent à avoir des irritants et qui cherchent à maintenir leur niveau de performance et le fait d'avoir une cohésion et un travail agréable ensemble. Et donc, il nous faut intervenir à l'occasion d'un séminaire qui s'appelle la fresque de la QVT. Ça dure normalement 7 heures, on réunit toute l'équipe dans une salle et on transforme et on vit une expérience assez incroyable. Pour vous faire goûter un petit peu à la puissance du processus, on vous réunit pendant 2h30, donc on va compresser légèrement le format, vous l'imaginez bien. Aujourd'hui, vous qui êtes connectés, vous avez des profils divers et variés. Je sais qu'on a des indépendants, on a des dirigeants, on a des salariés, on a des cadres, peu importe, on a des agents de la fonction publique. Donc, on va considérer que vous êtes notre équipe, finalement, cet après-midi. 2h30 en visio. On va donner notre maximum avec Fanny pour que vous puissiez passer un très bon moment et que vous sentiez la puissance de ce format qui permet de transformer
qui est très innovant et qui permet surtout d'aller vivre de la sensibilité et d'aller toucher à quel point le travail embarque des choses de l'humain. Justine, j'ai grand bonheur à partager ce moment avec toi à la caméra. Écoute, je te laisse te présenter et puis passer la main à ton collègue. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Alors je suis Justine Faugeron, moi j'ai été recrutée chez INAE depuis janvier. Donc je suis chargée de mission fonction employeur et démarche d'amélioration continue. Et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'INAE et à quoi correspondent tous ces acronymes. Pour ce webinaire, du coup, on a décidé d'inviter Anthony. Je te laisse dire quelques mots. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour l'invitation. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Donc Anthony Selchaoui, je suis depuis 1 an, directeur d'une structure d'insertion par l'activité économique, une association intermédiaire précisément. Nous sommes situés à Génissac, en Gironde, près de Libourne, et on met à disposition du personnel auprès d'entreprises, de particuliers et de collectivités. Pour les gens qui ne connaissent pas le secteur d'insertion, ce sont des gens qui rencontrent des freins périphériques, mobilité, situation de handicap, etc. C'est environ 250 personnes chaque année. Et pour la petite histoire, je ne suis pas du tout issu de ce secteur d'activité puisque j'ai passé 15 ans dans la grande distribution et le retail. Donc c'est pour moi un semblant de reconversion professionnelle. Voilà. Merci Anthony. Justine, je te laisse continuer en présentant ta structure. Oui, alors INAE, je vais vous faire une petite présentation et puis après je viendrai un peu plus en détail sur l'IAE. Donc pour commencer, INAE, il faut savoir que c'est l'interréseau de l'IAE, donc IAE Insertion par l'activité économique, en Nouvelle-Aquitaine. Donc on regroupe 7 réseaux nationaux et des SIAE non affiliés. SIAE, structure d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, on a une équipe de 20 personnes sur la région, réparties sur 3 sites. Donc, on a un site à Poitiers, un site à Pessac, à côté de Bordeaux, et un site à Limoges, où je me situe actuellement. Donc, on agit sur plusieurs fronts, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le premier, c'est qu'on est porte-parole de l'IAE, c'est-à-dire qu'on représente les structures d'insertion auprès des partenaires institutionnels et politiques. On a aussi la mission de professionnaliser et accompagner les SIAE. Là, on va proposer un appui technique, de la formation et des espaces aussi d'échange pour soutenir les professionnels et renforcer la qualité de l'accompagnement des salariés en insertion. Troisième mission qui va être plus observer et promouvoir l'IAE. Donc là, ça sous-entend qu'on valorise l'impact social, économique et territorial des SIAE. Finalement, on la rend visible auprès des partenaires. Et pour finir, la mission d'impulser l'émergence de projets innovants. Là, on facilite des expérimentations en réponse aux besoins sociaux et économiques, comme par exemple la transition écologique, la transition numérique, alimentaire, etc. Alors voilà ce que c'est un peu INAE. Et maintenant, je vais vous apporter quelques éléments sur l'IAE. Le Code du travail a défini l'IAE, donc je vais vous lire sa définition. Alors, c'est l'insertion par l'activité économique qui a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Donc, voilà ce que dit le Code du travail. Si je reformule, l'IAE, concrètement, c'est une réponse pour aider les personnes éloignées de l'emploi à retrouver une place sur le marché du travail. Ces personnes-là, elles vont bénéficier d'un accompagnement qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et ça va leur permettre de reprendre confiance, de se former et de rebondir justement pour réintégrer le marché du travail. Les structures de l'IAE, donc on les appelle les SIAE. Là, aujourd'hui, on va citer énormément d'acronymes, hein, donc je vais essayer à chaque fois de vous rappeler ce que chaque lettre veut dire. Donc les SIAE, il faut bien comprendre qu'elles portent une activité économique réelle et qu'elles contribuent ainsi à l'impact social et au développement économique qui est au cœur de l'ESS, économie sociale et solidaire. Bon, Justine, évidemment, en question.
Pourquoi Wunjo, qui parle de qualité de vie au travail, et toi qui incarnes l'insertion dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi ton regard? Pourquoi est-ce qu'on est là ensemble aujourd'hui? C'est la grande question. Aujourd'hui, on a voulu proposer un format innovant, participatif et stimulant pour aborder la QVCT en cette semaine de la QVCT. Donc, il y a plein d'événements qui ont été réalisés cette semaine et on a voulu finir en beauté avec ce webinaire. L'objectif, c'est de faire prendre conscience des enjeux de la qualité de vie au travail et de manière concrète et accessible. Vous allez le voir tout à l'heure, la fresque, elle permet aussi de déclencher des réflexions donc au niveau des structures et quel que soit en fait le rôle de chacun, ça permet à chaque personne d'agir. C'est à la fois une expérience individuelle et collective. Et pour nous, c'est une première étape finalement d'intégrer durablement la QVT dans les pratiques managériales. Et bien sûr, c'est le fruit d'un partenariat entre INAE et Wunjo pour accompagner le changement. Yes, super Justine. Bon, c'est une question qui est quand même intéressante avant que ça y est, que vraiment on se lance et qu'on démarre, parce que effectivement les personnes qui sont avec nous peuvent se dire, ok, comment ça connecte en fait ces deux sujets, QVT et IAE, si ce n'est que ces deux acronymes, voilà, qu'il faut thématiquement arriver à clarifier en fait qui on est, ce qu'on fait et les messages. Nous chez Wunjo, on a une raison d'être, c'est d'humaniser la vie au travail, c'est-à-dire de remettre de l'humanité et de la sensibilité dans le monde du travail. Et on a un profond respect pour le travail avec un grand T et pour les demandeurs d'emploi que nous, on regarde comme étant des travailleurs privés d'emploi. Et on sait que dans notre société, quand on est privé d'emploi, on est privé d'une forme de dignité parce que notre société, elle fonctionne comme ça. C'est le renvoi de l'image dans notre société. On sait que quand on est privé d'emploi, notre santé mentale se dégrade. Il y a même des études maintenant qui sortent sur le sujet. Et quand on sait que le travail porte cette promesse d'être émancipateur, d'offrir de la dignité, d'offrir de la socialisation, et que paradoxalement, l'expérience du travail qu'on y fait, c'est d'un travail qui exclut, qui rejette, qui dévalorise, qui abîme, qui fait souffrir, en fait, on a envie de dire, mais what? C'est-à-dire qu'on rêve de retourner au travail, mais qu'en fait, le travail est aussi le premier facteur de désinsertion professionnelle. Donc, on vit un paradoxe total, et c'est ce paradoxe-là qu'on a envie de saisir. C'est ce regard extrêmement positif sur les demandeurs d'emploi qu'on a envie aussi de poser. Se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir envie de retourner dans le monde du travail en ayant en même temps peur de ce monde du travail. On peut avoir besoin de gagner sa vie, mais aussi attendre du travail bien autre chose qu'un salaire ou des heures de mise à disposition. Et donc, c'est sur ce terreau, j'ai envie de dire plutôt humaniste, que c'est de ce point de vue-là, en fait, qu'on va parler. Anthony, est-ce que tu veux réagir à ça? Non, mais je partage assez largement tout ce que tu as dit, finalement. Donc, difficile d'ajouter et tu as bien synthétisé. Mais avant même, moi, d'intégrer l'insertion, j'avais cette dimension, pour le coup, du travail comme outil émancipateur. Et malheureusement, tu l'as dit à juste titre, je pense qu'il est parfois plus proche de son origine étymologique et il devient pour beaucoup de gens aliénant. Et je pense que c'est pas un sujet encore majeur, c'est-à-dire qu'on parle énormément de critères purement quantitatifs du type rémunération, etc. Mais dans les faits, en tout cas dans les faits médiatisés, ces questions de bien-être au travail ne sont pas tellement posées. Et moi, ça m'interroge quand même depuis fort longtemps maintenant. Et puis, dans le monde de l'ESS de manière générale et de l'IAE en particulier, puisque c'est celui qui va particulièrement nous animer cet après-midi, en fait, on fait un constat, nous, en tant que Presta, et puis les fédérations, Justine, tu pourras surenchérir si tu le souhaites, mais finalement, on se rend compte que celles et ceux qui travaillent au sein des SIAE, donc les salariés qu'on appelle de l'équipe permanente, et même les membres des conseils d'administration, eux-mêmes sacrifient leur bien-être sur l'autel du sens. Un peu comme quand on bosse dans des ONG, qu'on fait de l'humanitaire, globalement dans le travail social, puisqu'on vient quand même du travail social dans l'IAE, on vient avec notre cœur, on vient avec nos tripes, on sait qu'on a des vies d'humains entre nos mains, on y donne tout jusqu'à s'y oublier, et on a des taux aujourd'hui de souffrance, de RPS et notamment de burn-out dans les équipes permanentes et notamment dans les équipes de direction qui sont juste inacceptables. Voilà. Et donc, il s'agit aussi de se le dire
et sans déni de s'occuper de ça, parce que qui prend soin de ceux qui prennent soin? Et c'est aussi ça qu'on va essayer de faire cet après-midi, c'est montrer que le personnel permanent des structures d'insertion, tout comme les salariés de n'importe quelle structure qui a vocation à s'occuper des autres, je pense au secteur médical par exemple, ou médico-social, ben vous aussi, travailleurs et travailleuses qui prennent soin des autres, qui êtes dans le care, vous aussi en fait, on peut prendre soin de vous, vous pouvez prendre soin de vous-même, et vous avez aussi droit d'être bénéficiaire d'une bienveillance partagée. C'est avec notre cœur qu'on va prendre la parole cet après-midi. On va être des gens très, très simples. Enfin, voilà, tous les quatre. Alors, je vois que Fanny, elle se connecte, elle se déconnecte. Elle doit avoir des problèmes de connexion Internet. T'es là? Super. Oui. Voilà, on va parler avec notre cœur très simplement cet après-midi. On va vous... Enfin, c'est un webinaire, donc il y a ce côté un peu formaliste, etc. Mais on est des gens très, très simples. Interpellez-nous dans le chat, écrivez-nous, parlez-nous, posez-nous des questions. On est 4, donc ça fait 4 cerveaux différents, 4 histoires, 4 visions du monde différentes. Donc, ça va être super riche. Voilà, soyez vous-même, on va l'être vraiment. Et considérez que les 2h30 qu'on va passer ensemble, c'est un cadeau que vous vous faites. Et donc, en vous faisant ce cadeau, de vous offrir autant de temps, parce que ça fait beaucoup, 2h30, c'est aussi un cadeau que vous allez faire peut-être à votre collègue, à votre manager, à votre patron, à votre équipe, peut-être même à votre conjoint, peut-être même à vos enfants, parce qu'on vous souhaite d'apprendre des choses sur vous cet après-midi. L'angle qu'on va prendre, et c'est ce qui va me servir de transition pour vous présenter le programme, l'angle qu'on va prendre, c'est un angle qui est très particulier, puisqu'en QVT, on parle souvent des démarches collectives d'amélioration des conditions de travail. Nous, ce dont on va vous parler cet après-midi, c'est de la QVT individuelle. C'est-à-dire qu'on va aller regarder l'échelon personnel de l'expérience du travail. On va vous en parler à l'occasion d'une conférence dans un premier temps que je vais animer. Et à ce titre, Emmanuel, oui. Ça bouge dans le chat. On nous pose déjà une première question. Je pense que ça t'est adressé. Il y a Nathalie qui nous demande, et vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de vos besoins, de votre rapport au travail? Alors, je ne sais pas pour qui elle est cette question, mais je la poserai bien à Anthony, moi. Oui. Je vais y répondre assez simplement. Oui, c'est justement moi ce qui m'a poussé à changer de secteur d'activité pour le coup. J'avais envie depuis de nombreuses années, peut-être même depuis toujours, de trouver un secteur d'activité qui corresponde davantage à mon éthique finalement, à ma morale. Je pense que dans le secteur privé marchand, au sein duquel j'ai évolué, l'objectif premier, c'était souvent la recherche économique, purement et simplement. Aujourd'hui, c'est la recherche, pour le coup, de l'impact social. Après, là où, à mon avis, pour revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, il y a quand même des liens, c'est que la finalité est différente, mais ce que je constate, c'est que le mode de fonctionnement est le même. C'est-à-dire que tu peux avoir une souffrance similaire dans un secteur d'activité du type privé marchand et dans le social. Et c'est là où c'est un peu paradoxal pour notre secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on est très attaché au travail comme source d'émancipation, mais finalement, les gens qui sont censés créer cette source d'émancipation pour les personnes accompagnées, je vais être peut-être un peu dur, mais servent d'outils et ne sont plus vraiment vus comme des personnes à part entière. Elles servent la structure d'insertion. Alors, je ne veux pas généraliser, mais maintenant, après quand même quelques mois, et pour le coup, pour avoir une équipe qui a un petit peu d'ancienneté dans ce secteur d'activité, c'est le constat que je fais. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse aussi se dire dès à présent, Anthony, que tout ce qu'on va dire là pendant 2h30 nous appartient. Tu vois, pour que ce soit Justine, Fanny, toi ou moi, on ne soit pas toujours en train de s'excuser à dire des choses. En fait, on va juste témoigner de notre regard et de notre expérience, et ça vaut ce que ça vaut, et on ne demande à personne d'être d'accord avec nous. Donc, la question de mes besoins, je me la suis posée. Après, sinon, je pense que, comme beaucoup de gens, le sens, je ne sais pas si c'est nécessaire pour tous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui ont en tête cette notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, surtout sur des postes de direction à responsabilité, etc., puisque le déséquilibre, il est vite créé. Après, je pense que ça, moi, pour le coup, c'est pareil, c'est un sujet peut-être un petit peu tabou dans le secteur du social de manière générale, mais il y a bien évidemment la question de la rémunération. Sans être matérialiste, moi, je pense qu'il faut suffisamment d'argent pour ne pas avoir à y penser, surtout quand on est dans notre secteur d'activité. Parce que rentrer le soir et se dire de manière un petit peu caricaturale peut-être comment je vais payer l'activité de mes gosses le mois prochain,
je suis pas sûr que ce soit très sain. Et quand même, les rémunérations dans le social et dans le care sont un vrai sujet. Donc voilà, je pense à un équilibre, sens, rémunération. Pour moi, c'est les besoins premiers. Et après, j'allais citer un quatrième élément, mais c'est peut-être le plus important au quotidien. C'est quand même le climat qui est créé avec l'équipe. Pour moi, c'est indispensable. Venir au travail dans une ambiance saine, sereine, avec un rapport de confiance, parce qu'on le dit souvent, on passe finalement plus de temps avec nos collègues qu'avec notre famille. C'est essentiel. Je veux dire, c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas comment les gens font évoluer dans un milieu à raison de 35 heures par semaine, délétère, quoi. Moi, je ne l'ai jamais connu. Je ne le souhaite à personne parce que je pense que ça doit être terrible. À l'inverse, quand ça se passe bien, c'est assez cool, pour le dire comme ça. Ce que je trouve très intéressant dans ta réponse, Anthony, c'est que tu vois, une simple question ouverte qui vient te chercher sur tes besoins et tes aspirations, tu arrives très rapidement à identifier ce qui est OK, ce qui n'est pas OK pour toi et à comparer ton expérience précédente à celle-ci. Je t'invite, et j'invite tous ceux qui sont avec nous à considérer que tout le monde n'est pas aussi au clair avec ce qui est OK, ce qui n'est pas OK pour soi. Et ça va être même très intéressant, du coup, qu'à l'atelier qu'on va vivre tout à l'heure, parce qu'Anthony, tu es là pour ça, en fait. On va te faire passer... Tu vas, devant tout le monde, réaliser ton autodiagnostic de QVT personnel. Tu vas passer une vingtaine de minutes à répondre à un questionnaire. Et tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui, vous avez la possibilité de le vivre en même temps qu'Anthony. On va justement réaliser cette cartographie de manière à ce que tu obtiennes au bout d'une vingtaine de minutes une photo complète, précise de ce dont tu as besoin, de quelle est l'expérience que tu dois vivre au travail si tu veux qu'elle soit durable et épanouissante pour toi. C'est ça l'expérience qu'on va vivre sur l'atelier, sur la deuxième partie de l'après-midi. J'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont avec nous en webinaire cet après-midi, si vous n'avez pas déjà un compte sur notre application qui s'appelle Ma QVT, il vous faut flasher le QR code qui apparaît ici sur votre écran. Ça va vous amener sur un formulaire. Et sur ce formulaire, vous pourrez renseigner vos informations et on va vous créer de manière complètement gratuite un compte sur la web app Ma QVT. Ce compte, il est absolument indispensable de l'avoir pour pouvoir participer à l'atelier. Vous pouvez aussi ne pas le demander et assister à l'atelier, mais si vous voulez vraiment participer et en faire cette expérience, il vous faut demander la création de votre compte. On finira sur la grosse dernière demi-heure par une troisième séquence plutôt orientée solution. Une fois qu'on aura cette cartographie de ce qui est OK, de ce qui n'est pas OK pour toi, Anthony, et puis pour vous, participants, on va vous inviter à partager ça avec nous dans le chat. On va réfléchir toutes et tous ensemble à finalement quelles sont nos bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour prendre soin de nous, pour prendre soin des autres? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore osé faire pour qu'on puisse toutes et tous repartir avec une petite inspiration, une petite graine, l'envie de faire les choses différemment à partir de ce soir, vendredi 20 juin 2025. Que vous dire pour finir avant qu'on commence très concrètement? Donc, flashez vraiment le QR code maintenant. Vous avez sinon dans le chat, je pense, mes collègues qui vont vous mettre le lien si vous voulez cliquer vers le formulaire. Le QR code ne sera pas réaffiché à l'écran. Notre webinaire, il est en live et il est également enregistré. Donc, il y aura un replay si jamais vous souhaitez repasser sur certains passages. Vas-y, Justine, pardon. Dans le chat, ça réagit encore un petit peu. On a Virginie qui se présente en tant que dirigeante d'ACI, donc Atelier Chantier d'Insertion, qui fait partie des SIAE, et qui confirme qu'il est encore compliqué d'aborder nos besoins. Et Nathalie, qui nous a posé une question tout à l'heure et qui là nous demande comment vous sentez-vous à l'idée de prendre ce temps de questionnement pour vous. Eh bien, je propose aux participants de répondre directement à Nathalie, pour celles et ceux qui sont OK pour aller vivre cette introspection qui est une expérience très différente et assez unique. Et Anthony, en un mot, toi, tu te sens comment à l'idée de vivre ça dans une demi-heure? Je suis un peu, comment dire, ça me stresse un petit peu cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un peu de calme? Non, mais parce que finalement, la sphère professionnelle est aussi liée à l'intime. Donc, c'est toujours un peu troublant de se livrer. C'est un bout de toi que tu vas mettre dans le champ du collectif en ne sachant pas qui est avec nous cet après-midi. Donc, ça, évidemment, ça complexifie l'exercice.
Et tout à l'heure, tu verras, on va poser des précautions d'usage, bien sûr, puisque tu as quand même cette audace, ce courage d'être face à nous et de nous ouvrir ton histoire et tes ressentis. Anthony, je te le dis, mais ça te sera redit tout à l'heure. Tu ne dis que ce que tu veux bien dire. Entendu. Sens-toi libre. Ok, allez, c'est parti. On se lance sur la petite phase culturelle pour cet après-midi pour la fresque. C'est très important de commencer en partageant une vision commune du sujet. La QVT, qualité de vie au travail, on en entend parler. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Donc, on va commencer par une séquence culturelle sur la qualité de vie au travail, qu'on appelle aussi QVCT. J'y reviendrai dans un instant. Je tiens juste à vous dire avant de partir en envolée lyrique que si le support a de la valeur pour vous et que vous voulez le recevoir, vous pourrez tout simplement remplir un petit formulaire à la fin et on vous l'enverra. Donc ne vous sentez pas obligé de faire des impressions écran ou de prendre en photo votre écran, on vous l'enverra avec grand bonheur. Ok, on parle de qualité de vie au travail. En fait, déjà, ça serait super chouette qu'on se pose la question, c'est quoi le travail? On veut avoir une vie de qualité lorsque l'on travaille. Mais ça veut dire quoi travailler? C'est hyper intéressant de pouvoir aller chercher la définition officielle du travail, la définition du Larousse, et d'aller chercher un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus profond, avec la définition philosophique du travail. Le travail, c'est l'ensemble des activités, donc on est bien d'accord qu'on est sur du faire, par lesquelles l'être humain, parce que les animaux, eux, ils ne travaillent pas, hein, c'est vraiment une invention de l'être humain, l'ensemble des activités par lesquelles l'être humain satisfait ses besoins et transforme la réalité. Donc, on est dès à présent en train de dire que quand on travaille, c'est parce qu'à la base, il y a un truc à l'intérieur de nous qui est comme un trou et on a un besoin à aller combler. Et par l'exercice de ces activités, on va aller combler ce trou. Un trou qui va être de plein de natures différentes. Et ça va être exactement le propos qui va nous animer cet après-midi. Évidemment, le premier besoin auquel on pense, c'est d'aller gagner sa vie, pour payer les factures. Mais on avait déjà entendu dans le témoignage d'Anthony qu'il avait des besoins de socialisation, d'avoir des relations de qualité. On a entendu dans le témoignage d'Anthony qu'il avait besoin de contribuer utilement à la société. Il existe à l'intérieur de nous une maïeutique de besoins et c'est ce qu'on va vous proposer d'explorer tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand le travail fait mal, c'est souvent parce que le travail ne satisfait pas les besoins et qu'il ne permet pas de transformer la réalité. Sauf que chacun d'entre nous, on n'a pas forcément réalisé cet exercice introspectif de cartographier ce qu'on attend du travail. Quels sont les fameux besoins qu'on entend nourrir à l'occasion de notre exercice professionnel? Et on n'est pas forcément clair sur quelle est la réalité qu'on a l'intention de transformer. Rappelez-vous, pendant le Covid, à quel point les gens parlaient de bullshit jobs. Ils disaient, mais en fait, c'est quoi le sens? C'est quoi le why? Ce qui est assez génial quand on travaille, c'est qu'on a la possibilité de se travailler soi. C'est-à-dire qu'en faisant l'exercice de notre profession, de notre métier, en allant se confronter au réel, en étant face à des difficultés, en relevant des challenges et des défis, en étant avec d'autres et en partageant les missions, en essayant d'atteindre un objectif commun, on se travaille soi, on se transforme soi. On n'est pas la même personne qu'il y a une semaine, qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 10 ans. Et ce faisant, on transforme notre réalité, puisque nécessairement, ce qui bouge à l'intérieur va faire bouger l'extérieur de notre réalité. On ne va plus être la même personne avec les autres. Ce faisant, on se travaille ensemble. Lorsque je travaille, nous travaille. Je contribue à une vie collective et je contribue à transformer une réalité collective. Vous entendez bien que quand je vous donne cette vision du travail, que je vous partage simplement cette définition, on comprend bien que le travail ne peut être souffrance qu'à partir du moment où les besoins ne sont pas nourris autant que nécessaire ou qu'ils ne sont pas nourris de la bonne manière et qu'ils ne nous permettent pas de nous réaliser et de tenir cette promesse. Donc, ce que je vais vous proposer à partir de maintenant, c'est qu'on se fixe un objectif commun, c'est d'honorer la promesse du travail, d'honorer la noblesse de ce qu'est le travail. Il est censé nous faire grandir, nous émanciper, nous donner de la dignité, nous permettre de nous transformer et de transformer le monde. Allons-y. Alors, pour cela, il faut avoir une bonne qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Une vie de qualité lorsqu'on travaille. En un mot, Justine, ça serait quoi pour toi la QVT? Un mot. En un mot. Le bon sens. Waouh. Anthony, en un mot? Anthony, en un mot, la qualité de vie au travail, ça serait quoi pour toi?
En un mot, je dirais normalité. Waouh, bon sens et normalité. Fanny, tu es avec nous? Je suis avec vous, toujours. Ça serait quoi pour toi? En un mot, ça serait le collectif. Ok. Quand on pose ce type de questions et qu'on est en fresque au sein des organisations, on a souvent des réponses de type baby-foot, bullshit, massage, parce que la qualité de vie au travail a une image extrêmement galvaudée. Donc, ça me fait déjà très plaisir d'entendre que vous avez une vision plutôt de bon sens, de normalité, de collectif, finalement de prendre soin et d'honorer la vie qui est à l'intérieur de nous. Sachez que la qualité de vie au travail, elle a été définie. On ne part pas de zéro. En 2013, les partenaires sociaux se sont réunis et se sont mis d'accord. Ils ont écrit et convenu d'un accord national interprofessionnel. Ça s'appelle un ANI en 2013, qui a été revisité en 2020, ce qui a permis de faire évoluer le terme QVT en QVCT, parce que la façon dont les organisations se sont emparées du sujet a été extrêmement galvaudée vers des actions plutôt périphériques de confort, très matérielles, de type baby-foot. Et donc, en 2020, les partenaires sociaux ont voulu réaffirmer le caractère central des conditions de travail en disant, écoutez, le sujet, c'est vraiment la façon dont on fait le travail, c'est pas la façon dont on va pouvoir alléger le travail dans les moments où on ne travaille pas, mais parce qu'on est sur notre lieu de travail. Vous voyez la différence? La qualité de vie au travail, sa définition, c'est que c'est un sentiment de bien-être au travail. Donc, vous entendez le premier mot? C'est un sentiment. Donc, on parle de ce qui se passe dans le cœur, de bien-être au travail. Donc, QVT et bien-être au travail seraient synonymes. Mais ce sentiment, il va être perçu à la fois à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Donc, la définition plante vraiment bien clairement qu'il y a à la fois un sentiment individuel et un sentiment qu'on va pouvoir percevoir aussi de la part de cet écosystème qu'est l'équipe. Et vous voyez pour le reste de la définition à quel point on a une liste à l'après-vert de facteurs et de déterminants qui vont avoir un impact sur ce sentiment de bien-être. Nous, chez Wonjo, quand en 2020, on a commencé à se poser la question de finalement comment on va faire pour très concrètement, de manière frugale, accompagner les gens à prendre soin de leur sentiment de bien-être au travail, on a fait un travail de brainstorm et on est allé lister tous les facteurs qui pouvaient avoir un impact sur notre sentiment de bien-être au travail. Figurez-vous que cette liste que je viens de vous montrer sur la slide précédente, qui paraissait déjà assez longue et assez culpabilisante, figurez-vous que c'est une blague à côté de la liste à laquelle on est parvenu. Plus de 270 items, très clairement. On a arrêté. La façon dont on me laisse libre pour m'organiser. Est-ce que j'ai des opportunités de carrière ou pas? Est-ce que mon métier il porte du sens ou pas? Est-ce que la stratégie de notre entreprise, elle est claire et est-ce qu'elle me motive? Est-ce que je me sens soutenue par mes syndicats? Est-ce que j'ai de l'autonomie dans mes prises de décision? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans notre équipe? Est-ce que finalement l'identité de ma boîte, elle me plaît? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir accès à l'information dont j'ai besoin? Tout ça, je ne vais pas être exhaustive avec vous cet après-midi, mais tous ces facteurs-là, vous voyez, ils entourent la façon dont on vit le travail. Et tous ces facteurs-là, ils vont être liés à l'entreprise, aux collègues, à l'équipe, aux clients, parce qu'on vit dans un système et qu'on est donc en porosité par rapport à toute l'expérience qui nous est proposée. Mais ce qui va rendre la chose très complexe, c'est que chacun d'entre nous, on ne va pas vivre les choses de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes attentes. Peut-être que Anthony, quand il est rentré dans sa structure, la notion de faire une grande carrière ne l'habitait plus du tout. Et donc, rentrant dans une structure où il occupe immédiatement le poste le plus élevé de la hiérarchie, eh ben, c'est complètement OK pour lui. Mais peut-être qu'Anthony, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il dira « mais je plafonne en fait ». Parce que sa qualité de vie au travail et son rapport à l'évolution de carrière, il était à un instant T dans un statut A et il va passer dans un statut B. Et on va prendre un autre directeur d'une structure d'insertion qui, comme Anthony, va rentrer sur un poste de direction et qui ne se posera jamais aucune question sur des perspectives de carrière parce que cette personne-là considérera que chaque jour est un jour nouveau et que c'est un secteur qui bouge tellement que jamais il ne s'ennuiera. Vous percevez à quel point, voilà, il peut y avoir vraiment des façons très différentes de vivre les choses. Et ce qui va encore complexifier ça, c'est qu'on le vit collectivement. Ce qui veut dire que si Justine, quand elle intègre INAE il y a quelques mois, eh ben pour elle, c'est hyper important d'avoir un rythme cool de travail et qu'autour d'elle, eh ben, tout le personnel d'INAE est au taquet et tout le monde fait des heures et tout le monde est hyper speed, peut-être qu'elle va se laisser gangréner par ce rythme et qu'elle va se surprendre à adorer avoir de la densité d'activité. D'accord? On est tous dans de la porosité. Puisque c'est un sentiment de bien-être au travail qui est perçu individuellement et collectivement, c'est un sentiment. Donc, si on veut traiter le sujet de la qualité de vie au travail, si on veut comprendre ce qui se passe
pour chaque individu et pour le collectif, il va falloir que chaque individu aille faire un exercice, c'est de clarifier ce qui se passe pour lui. Parce que le scoop, c'est que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de Justine. Scoop, même si j'étais la présidente de l'association d'Anthony, je ne sais pas ce que pense Anthony. C'est à Justine d'être claire et d'aller chercher ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal. C'est à Anthony d'être clair sur ce qui compte pour lui, ce qu'il attend. Personne ne peut le faire à la place de la personne. Donc, l'idée, c'est d'aller clarifier ce qu'on ressent pour ensuite pouvoir l'exprimer. Parce que si je veux prendre soin de toi, Justine, si tu es ma collègue, comme je ne suis pas à l'intérieur de toi, si toi, tu fais cet effort d'introspection et d'identification, il va falloir que tu m'en parles. Si tu ne mets pas des mots dessus, si tu ne l'exprimes pas, je ne pourrais pas être là pour toi. Exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, peut-être me formuler une demande, si on parle de communication non violente, mais tu ne le feras avec moi qu'à partir du moment où il y aura un cadre sécurisant dans notre relation, où tu sauras que si tu en parles, tu ne risques pas quelque chose derrière, mais qu'au contraire, ça va nourrir la qualité de notre relation. Et peut-être que tu n'attends pas une solution de moi, mais simplement qu'on partage cette authenticité parce que ça te fait du bien de le dire et parce que ça te fait du bien de ne plus te sentir seule avec ton histoire. Donc, l'organisation qui décide de mettre en place une démarche qualité de vie au travail, son job, c'est d'arrêter de supposer ce que les gens pensent et ressentent, mais qu'elle leur donne plutôt les moyens de s'écouter elles-mêmes, qu'elle crée des espaces de discussion permettant aux gens d'exprimer entre eux leur vécu intérieur, leur état interne, pour que, en tant qu'adulte, vraiment en tant qu'adulte, on arrête de s'infantiliser ou de se culpabiliser à outrance et qu'on ait des conversations d'adulte à adulte responsables où on n'a pas peur de dire les choses et où on peut grandir tous ensemble. Alors évidemment, tout ça a l'air merveilleux, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est notre responsabilité collective et individuelle que de faire un pas, en tout cas c'est notre point de vue chez Wonjo, et de faire un pas et de faire cette expérience d'arrêter de supposer et d'ouvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sachant que je voudrais dès à présent rompre une idée reçue. On pense souvent que le bien-être au travail, c'est un peu béni oui-oui, c'est les petits oiseaux, voilà, c'est mon petit bobo au cœur, et qu'on a tous des pets au casque. Alors oui, on a tous des pets au casque, on a tous effectivement vécu des choses qui étaient plus ou moins traumatisantes, mais on a une enfance fluide, nickel, sans trauma, ça n'existe pas. Le monde est bien difficile, la vie, elle n'est pas évidente. On est dans un contexte aujourd'hui géopolitique, économique, social qui est très complexe, qui génère l'anxiété. Le bien-être au travail, c'est pas juste me sentir bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a dépensé des millions d'euros pour arriver à faire la démonstration scientifique, parce qu'il faut toujours qu'on invite la science, qu'il y a un lien, une corrélation immédiate entre santé et efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens bien, tu es plus efficace au travail, et si tu as les moyens d'être efficace, alors tu te sentiras mieux au travail. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et d'évidence, si je perds de la santé ou si je perds par exemple, mon moral, d'évidence, je vais être moins concentré, je vais être moins avenant, je vais être moins proactif, moins innovant et je vais perdre en efficacité. Donc, le cercle vertueux va se transformer en cercle vicieux si on perd l'un des deux pieds, l'une des deux jambes de l'être humain. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de vie de qualité au travail s'il n'y a pas de qualité du travail, c'est-à-dire un travail réel qui est protecteur du travailleur et qui lui donne les moyens de se reconnaître dans son travail et de faire du travail de qualité. J'en viens au sujet central. On dit que la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail. Mais c'est quoi le bien-être au travail ? Il se trouve qu'il y a une petite association du fin fond du Cantal, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui en 1979 pose une définition. Cette définition, elle est inconnue au bataillon, c'est assez incroyable. Elle est complexe, mais elle est merveilleusement puissante. Et je vais avoir le courage, on va dire ça comme ça, de vous l'expliciter et d'essayer de vous la jouer pour que vous intégriez vraiment cette définition du bien-être au travail qui est vraiment la colonne vertébrale en QVT. Le bien-être au travail, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ça se passe dans votre tête. C'est la façon dont vous allez vous représenter, la façon dont vous vous sentez. C'est donc une représentation mentale, c'est un état d'esprit qui est plutôt positif, négatif, voilà, avec des valences. Et en fait, cette représentation mentale, cet état d'esprit, il est dynamique, il bouge tout le temps, puisqu'on est par définition impermanent en tant qu'être humain. Et en fait, cet état d'esprit, il est non conscient, mais chacun de nous peut l'amener à sa conscience.
Cet état d'esprit provient d'une harmonie. Vous pouvez utiliser l'image de la balance, vous voyez, de l'équilibre. Est-ce que je ressens de l'harmonie? Et en fait, il y a deux parts à l'intérieur de nous. C'est quoi ces deux parts? Je viens au travail avec, on l'a dit tout à l'heure, des aspirations à l'égard du travail. J'attends d'y vivre une expérience, je projette une promesse sur le travail, j'ai des attentes à l'égard du travail. Est-ce que mes aspirations, lorsque je fais l'expérience du travail, est-ce que mes aspirations, elles sont nourries ou pas? Parce que dans mon milieu de travail, il y a des contraintes et des possibilités. Il y a des contraintes qui vont faire que non, toutes mes aspirations ne peuvent pas être nourries. Et il y a aussi des possibilités où je vais peut-être découvrir des nouvelles facettes du travail, de moi, et peut-être même développer des nouvelles aspirations. Regardez toutes ces personnes qui commencent à avoir, par exemple, une conscience écologique et qui, aujourd'hui, refusent de continuer à travailler dans une entreprise qui nourrit tous ses besoins, sauf celui de la préservation du vivant. Je vais prendre l'image du randonneur, c'est ma petite métaphore. Vous voyez, mon petit bonhomme, il a un sac à dos et dans son sac à dos, il va aller mettre en haut de son sac à dos ses aspirations. Voilà, l'expérience qu'il veut faire du travail qui va le transcender et qui va permettre au travail d'avoir cette expérience, d'offrir cette expérience d'émancipation et de réalisation. Dans son sac à dos, le travailleur, il va mettre deux autres choses. Tout en bas, il va aller mettre ses aptitudes. Anthony, quand il a pris son poste de directeur, il est arrivé avec des compétences techniques et comportementales. Ces aptitudes-là, il les a mises au service de son milieu de travail. Et dans ce milieu de travail, il s'est rendu compte qu'il avait des aptitudes qui étaient hyper utiles et qu'il allait pouvoir exploiter. Il s'est rendu compte qu'il avait des aptitudes qui ne serviraient strictement à rien. Et il s'est rendu compte qu'il allait devoir également développer des aptitudes. C'est-à-dire qu'en faisant l'expérience du réel et de ce nouvel emploi, en découvrant un secteur d'activité, on lui a demandé de renforcer son sac à dos sur le bas, vous voyez, de développer des aptitudes, et peut-être qu'on en a éteint certaines. Et peut-être que pour Anthony, mais parfois, lui qui est un extraordinaire contrôleur de gestion, et ben peut-être que dans son milieu de travail, la contrainte, c'est que ses talents de contrôleur de gestion ne sont pas du tout utilisés, et ça peut générer une forme de frustration. Chacun d'entre vous, vous êtes ce randonneur. Quand vous allez bosser, vous avez un sac à dos qui est plus ou moins nourri, plus ou moins rempli. Et quand vous allez faire l'expérience du travail, vous allez cocher des cases inconsciemment, mais vous pouvez en prendre conscience. Est-ce que mes aptitudes, elles sont utiles? Est-ce que je les développe? Comment c'est pour moi de vivre avec ça? Est-ce que mes besoins sont nourris? Est-ce qu'ils sont nourris de la bonne manière? Est-ce que le travail remplit la promesse que je lui porte? Il se trouve que comme moi, à l'intérieur, je bouge tout le temps, et qu'autour de moi, ça bouge tout le temps, on est en fait en double impermanence. On est dans ce monde, vous savez, qu'on dit VUCA. Ce qui veut dire que cette harmonie qui est la source de mon bien-être au travail, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de bouger. Nécessairement, vous êtes systématiquement chaque jour en train de vous adapter à votre environnement de travail et votre environnement de travail fait la même chose avec vous. Ça va être votre collègue, votre manager, votre conseil d'administration. Donc en fait, on est sur des plaques tectoniques mouvantes et on essaie de s'en sortir avec tout ça et de vivre les choses le mieux possible. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous offrir des points de repère. C'est à un moment donné de dire « Ok, stop, je prends de la hauteur ». Je vais aller évaluer et objectiver comment ça va pour moi. Et c'est ça l'expérience que tu vas faire, Anthony, dans un instant. C'est que tu vas aller évaluer à l'intérieur de toi si ta recette QVT, c'est-à-dire ce dont tu as besoin, est-ce que, deuxième question, est-ce que dans ton emploi actuel, tes besoins sont nourris? Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Et si tes besoins sont nourris, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis bien ou est-ce que tu le vis pas bien? Parce que je vais vous rajouter une couche de complexité et j'espère être claire jusqu'à présent. Tu peux, par exemple, avoir un très grand besoin de reconnaissance dans ta recette QVT, avoir très fortement besoin de reconnaissance. Deuxième partie, te rendre compte qu'aujourd'hui, oui, on te donne beaucoup de reconnaissance. Vraiment, très concrètement, on te fait des compliments, on n'arrête pas de te dire que t'étais la bonne recrue, on te fait de la place dans les réunions. Et quand on te demande comment ça va pour toi sur ce sujet de la reconnaissance, tu peux nous dire, tu auras le droit de nous dire, Anthony, que c'est pas OK pour toi. Parce qu'en fait, ton langage de la reconnaissance, c'est pas les compliments, c'est pas d'avoir une place dans un collectif, c'est d'avoir 500 balles de prime à la fin du mois. Je caricature sans doute un peu, tu n'as pas l'air de tourner à ça. Mais je présume et je présage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien, et c'est ça qui est assez révolutionnaire dans le diagnostic que tu vas faire dans un instant, c'est que déjà, tu vas aller clarifier quelle est ta recette, mais tu vas te rendre compte que tu as des besoins qui sont peu nourris, mais c'est OK. Il y a des besoins qui sont très bien nourris et c'est pas OK.
Et c'est grâce à ce scanner, parce que c'est bien plus qu'une photo, grâce à cette visibilité que tu auras sur ta façon de fonctionner et tes attentes, que tu vas pouvoir avoir entre tes mains un outil de dialogue, Anthony, et demain pouvoir le montrer à tes collègues, le montrer à ton manager, qui je crois est un président ou une présidente chez toi, une présidente, et dire, écoutez, voilà, moi c'est comme ça que je tourne, c'est ça qui est important pour moi. Il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à faire un pas et je le fais déjà, puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué pour moi, est-ce qu'on peut en discuter? Parce que c'est ça tout l'intérêt de réaliser un diagnostic, c'est de pouvoir à un moment donné se dire quelle est ma responsabilité. Personne n'est mieux placé que soi-même pour prendre soin de soi. Personne. Par contre, comme on vit encore une fois en collectif, il y a des choses qui se passent dans notre équipe qui ont un impact sur nous. Il y a des comportements de collègues qui ont un impact sur nous. Il y a des choses qui se passent dans notre structure qui ont un impact sur nous, dans notre secteur d'activité qui ont un impact sur nous. Et donc, toute cette porosité et cette systémie qui fait que l'extérieur a un impact sur nous, dites-vous bien que vous aussi, vous pouvez avoir un impact dans l'autre sens. C'est-à-dire que Anthony, ou je vais reprendre Justine, si elle identifie un truc qui n'est pas OK pour elle, elle peut en parler à son manager. Et peut-être même qu'elle fera bouger les lignes dans toute son équipe. Et peut-être que ça va faire bouger les lignes carrément dans tout INAE. Et peut-être qu'INAE, du coup, va trouver que c'est tellement génial qu'il va en parler dans des réunions d'inter-réseau et que demain, on prendra soin de la qualité de vie au travail des salariés en parcours et on arrêtera de faire des sorties positives qui sont que du quantitatif et on ira faire du qualitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de vie au travail, ce sentiment-là, quand il est partagé, permet derrière de renforcer le pouvoir d'agir individuel, à chacun de prendre sa part de responsabilité. Il s'agit d'agir au bon niveau. Et aujourd'hui, les organisations ont tendance, quand elles lancent une démarche qualité de vie au travail, à encore une fois marcher dans la tête, présumer, présager des besoins des autres, voire même à prendre la responsabilité. Le nombre de managers qui aujourd'hui a un sac à dos terriblement lourd dans le sens plus classique du terme, qui a l'impression que tout est de sa faute quand ça ne va pas. Rendons aux humains leurs responsabilités et allons regarder aussi ce qui va bien. Et j'en finirai avec ça sur ma petite conférence. Dans cette balance qui est à l'intérieur de vous, il y a forcément des choses qui sont difficiles, qui génèrent du mal-être, ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Il y a des facteurs qui viennent abîmer notre sentiment de bien-être. En France, on est hyper fort pour aller regarder que ce qui fait mal. Le verre à moitié vide. Et d'ailleurs, regardez, une démarche qualité de vie au travail, c'est une démarche qualité. Donc, c'est une démarche d'amélioration. Qui dit amélioration dit ça ne va pas à la base, vous voyez. Nous, ce qu'on va vous proposer avec Wunjo, et c'est assez unique dans ce paysage, c'est de ne pas aller regarder que ce qui ne va pas. Alors, évidemment, on va aller le regarder sans déni. Mais on va vous inviter aussi à mettre votre attention sur ce qui permet de vous sentir bien aujourd'hui. D'aller regarder où vous avez des ressources. Qu'est-ce qui, le matin, vous donne envie de vous lever. Et quand vous faites cette expérience du travail, vous vous dites, mais yes, mais c'est trop bien, c'est exactement ça. Et vous verrez dans un instant, quand vous aurez réalisé votre diagnostic, que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qui est compliqué, ce qui est peut-être orange en vigilance, ce qui vraiment, ça va pas, quoi. Et puis, vous allez aussi aller regarder, et je vous le souhaite avec beaucoup de gratitude, toute cette liste de facteurs verts qui vous permet chaque jour de venir au travail, de vous y épanouir, d'être efficace et de contribuer à une performance collective. Voilà, j'en ai fini avec la partie conférence. Je voudrais vous proposer de réagir ou de dire ce que vous retenez en particulier de ce propos avant qu'on passe à la deuxième partie.